On va commencer cette explication linéaire à partir de maintenant. Donc, on peut commencer à faire un point numéro 1. Le point numéro 1 va inclure l'introduction et les premières lignes de ce poème un petit peu particulier. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans l'introduction? Vous pouvez dire que cette fable est un apologue, donc rappelez-vous, c'est un court récit allégorique illustrant une moralité, et que l'apologue ici est surtout à propos du thème de l'imagination, du pouvoir parfois dangereux de l'imagination. Entendez par imagination, rêverie, tout ce qui relève du monde de l'illusion, donc de ce qui est faux. Donc ce poème a priori est un avertissement, comme aimé en faire les classiques. Rappelez-vous dans la vidéo Imagination pensée XVIIe siècle, l'imagination avait mauvaise presse parce qu'on la considérait comme dangereuse. Imaginer, rêver, c'était prendre le risque de se complaire dans ce qui est faux, au détriment de ce qui est vrai, en prenant appui sur les philosophes antiques, Platon en tête, qui avaient ce genre de pensée. La Fontaine est un peu dans cet a priori dans la fable, même si la fin est plus ambiguë qu'elle n'y paraît. Parce que La Fontaine en personne par un jeu, le narrateur derrière La Fontaine en tous les cas, dit que si imaginer c'est dangereux, nous faisons tous la même chose et c'est ce qui nous rend finalement très humains dans ce que ça d'énervant, mais peut-être aussi paradoxalement d'attachant. Donc la morale est complètement dans le sillon classique, 17e, mais elle est nuancée, teintée par une voix propre à La Fontaine qui se permet d'être, plus ambigu, ce qui est certain, plus précis, moins manichéen, bien pas bien. Donc, ce postulat étant dit dans l'introduction, avec vos mots, il y a au moins les mots-clés, on va dire imagination, l'étymologie d'imagination, le classicisme, l'apologue, voilà. Vous chercherez et trouverez facilement sur Internet les dates de La Fontaine, la date de parution. Ça, c'est votre travail. Maintenant, le 1 des premières lignes de ce poème pourrait s'appeler un début en forme de mise en garde. Alors, qu'est-ce qui nous permet de parler de mise en garde? Eh bien, déjà, dans un premier temps, on peut parler du titre. Le titre est assez étrange parce qu'il dissocie le métier et le produit qui est propre à ce métier. C'est un peu comme si je vous disais, je ne sais pas, le geek, l'informaticien et son ordinateur. Normalement, c'est quelque chose qu'on ne sépare pas, ça fait partie d'un tout. Là, on sépare la fonction, le métier du produit qui permet de faire ce métier, comme si finalement les deux n'allaient pas de soi, comme si les deux finalement allaient s'entrechoquer pour quelque chose qui deviendra une morale, celle de la fin. Alors ça, c'est une première impression qui ne laisse pas de marbre. Maintenant, si vous voulez attaquer d'emblée les premiers vers, on peut s'arrêter sur le choix du prénom. Perrette, c'est un choix qui peut relever d'un personnage qui est certainement issu de ce qu'on pouvait appeler à l'époque le petit peuple, le tiers-état. Le suffixe « et » a souvent une connotation péjorative, parce que le suffixe « et » induit l'idée de petitesse. Alors pas forcément la petitesse en taille, mais la petitesse peut-être dans l'esprit. Perrette devient ainsi, par ce suffixe péjoratif, le synonyme, et on le verra plus tard, l'allégorie de la jeunesse dans ce qu'elle a d'insouciant, mais peut-être aussi de trop crédule, qui ne réfléchit pas aux conséquences. Donc ça, c'est une confirmation. Une deuxième confirmation si on se réfère au titre. Et puis, ce qui confirme encore cette impression mise en garde, c'est le verbe prétender. Si on prétend quelque chose, on sous-entend implicitement qu'il y a un écart entre ce qui est dit et ce qui s'est réellement passé. Donc là aussi, il y a une mise en garde. Ah, elle prétend, peut-être que ce qu'elle prétend et ce qui va se passer ne va pas être raccord, ce qui sera confirmé par la suite de l'histoire. Donc on le voit, il y a quand même beaucoup de choses. Et si on va dans la deuxième phrase, qui fait toujours partie de ce petit 1, on peut trouver
tout un champ lexical, j'ai envie de dire, du confort personnel. On le voit à travers l'énumération, cotillon simple, souliers plats, légère et court vêtu. Donc Perrette pense surtout à sa façon, à la manière la plus agréable qu'elle pourrait avoir de marcher, plutôt qu'à ce qu'elle porte sur la tête. Donc on voit que ce confort personnel, vraisemblablement, se fait au détriment de la sécurité du matériel qu'elle transporte. Donc tous ces procédés, a priori, relèvent d'une mise en garde. Perrette est trop insouciante. Perrette, dès lors, devient certainement une forme d'allégorie. De quoi? Eh bien, c'est ce qui suit qui va nous permettre de le confirmer. Et dans tout ce qui suit, on peut aller d'emblée sur un petit 2. Le petit 2, on pourrait le nommer un apologue, justement, un apologue sur le pouvoir a priori dangereux de l'imagination. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'aller dans cette idée sur tous ces vers à venir, à partir, on va dire, aller du vers 7? Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. Donc on sait que le terme pensée n'est pas à prendre à la légère. Pensée, si vous vous rappelez la vidéo Imagination pensée XVIIe siècle, normalement c'est ce qui relève de l'esprit logique, de la construction rigoureuse et intellectuelle. Là, pensée est bel et bien à prendre dans le sens d'imagination. Perrette n'a plus de pensée, Perrette n'a plus de construction rigoureuse, Perrette n'a pas de recul. Perrette est perdu dans son imaginaire au détriment du réel. Donc le mot est assez fort pour ne pas voir finalement, après cette mise en garde, dans cette fable, pas simplement qu'une histoire gentillette, mais à travers cette histoire gentillette, une argumentation indirecte, un apologue donc, visant à faire réfléchir le lecteur sur les pouvoirs potentiellement nocifs de celui qui se complaît dans l'imaginaire. Et ce qui nous confirme cette impression sont toutes les gradations qu'il y a dans les vers suivants. Où est-ce qu'il y a de la gradation? Eh bien, il y a de la gradation dans l'énumération, notamment des verbes. Elle compte, elle emploie, elle achète. Elle se fait, comme on pourrait le dire de manière un peu prosaïque, son film. Elle se voit déjà acheter, ça y est, c'est fait. Mais l'autre gradation, me semble-t-il la plus visible, serait d'abord l'énumération d'animaux qui ferait partie du champ lexical animalier. On commence par un poulet, puis un cochon, puis par un porc bien gras, tout ça ensuite pour aller avec la vache et le veau. Donc on est dans quelque chose de plus en plus gros. Perrette a la folie des grandeurs. Les classiques, La Fontaine en tête, n'aiment pas la folie des grandeurs. Le moi est haïssable. Rappelez-vous ce que disait le philosophe Pascal de cette époque. Tout ce qui relève de l'ego personnel, forcément, revient au centuple en très négatif vers la principale intéressée. Et toute cette gradation montre que Perrette a complètement perdu le sens de la réalité. On le voit dans plein d'autres fables. Vous connaissez certainement, je ne sais pas, la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf. C'est le même principe. La grenouille souffre tellement de la folie des grandeurs, elle veut être tellement l'égale d'un bœuf qu'en enflant, elle finit par crever. Perrette ne crève pas, mais elle perd le lait qu'elle a sur la tête à travers ce pot. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le point numéro 3. Dans le point numéro 3, on pourrait voir ce point numéro 3 comme l'élément modificateur. Ce texte est construit a priori comme un conte, on a une longue situation initiale qui nous avertit de beaucoup de choses, et puis l'élément modificateur arrive, il est à partir, allez, on va dire, du vers 22, 23. Qu'est-ce qui est mis en évidence pour caractériser cet élément modificateur? On était sur de l'imparfait et on commence la suite de l'histoire, on continue, pardon, la suite de l'histoire sur du présent. Perrette là-dessus saute aussi, transporter, le lait tombe. Donc le présent, on pourrait appeler ça un présent de narration, donne l'impression que l'histoire est en train de se dérouler sous nos yeux, comme si après avoir utilisé l'imparfait, le présent crée une espèce de ralenti, comme si on voyait la scène au ralenti avec Perrette en train de trébucher et ce lait qui progressivement se casse. On insiste sur les conséquences de sa rêverie. Donc on voit bien que la manière d'utiliser le temps est pour La Fontaine une arme afin de théâtraliser au mieux son histoire pour insister sur les défauts de Perrette. Et on retrouve encore les mêmes procédés. On a l'énumération très connue, Adieu vos vaches cochons couvées, qui met en évidence tout ce qu'elle perd par les conséquences de son inaction, de ses rêveries. Et on voit aussi encore, j'ai envie de dire,
la gradation. Perrette, elle est Marie, donc elle est, on va dire, un peu penaude, et puis elle va devoir s'excuser, et puis elle risque d'être battue. Donc les conséquences de ces défauts vont l'amener progressivement à des choses de plus en plus horribles. Ce qui le confirme, le clou, pourrait-on dire, c'est la manière dont on va la surnommer après. On l'appela le pot au lait. C'est l'inverse d'une personnification. Une personnification, c'est rendre humain quelque chose qui ne l'est pas. Là, on aurait affaire à une réification, c'est le terme. Elle, on va dire, soutenue pour parler de chosifier. Elle est chosifiée, même plus humaine, par cette dénomination pot au lait. C'est d'autant plus ironique, c'est qu'on la surnomme par quelque chose qu'elle a cassé. Donc l'histoire pourrait s'arrêter là, et dans bien des manuels, elle s'arrête là, et la morale serait très très claire. Ce qui est intéressant, c'est la suite, cette dernière strophe. Et cette dernière strophe, c'est la morale de la morale. Et elle est aussi très intéressante, et c'est, on va dire, le point numéro 4. Alors, cette morale de la morale, qu'est-ce qu'elle dit? D'emblée, La Fontaine utilise, on pourrait dire, l'énumération à travers deux questions rhétoriques. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait château en Espagne? À chaque fois, ça renvoie à des expressions qui n'a pas eu au moins une fois cette folie des grandeurs? Qui, au moins une fois dans sa vie, ne s'est pas vu plus beau, plus belle qu'il ou elle ne l'était? Donc, c'est une énumération qui a pour vocation, on va dire, de marteler, comme s'il y avait un effet d'insistance. On remet le lecteur au centre en disant tu vois dans Perrette l'allégorie de la rêveuse insouciante qui a bien que ce qu'elle mérite, mais quelque part, n'es-tu pas un peu Perrette? Quelque part, ne sommes-nous pas tous un peu ce personnage? Et on retrouve de nouvelles énumérations, c'est un procédé, vous le voyez, très, très courant, dans ce qui suit Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous. Une énumération qui vise à montrer que ce soit des personnages littéraires, que ce soit des personnages historiques, nous, tous, à un moment donné de notre vie, nous sommes retrouvés peut-être dans la situation de Perrette. Elle n'a peut-être que ce qu'elle mérite, mais on ne vaut pas mieux qu'elle. Et toutes ces figures d'insistance qui interpellent le lecteur, et on va dire le lecteur est d'autant plus interpellé, on le voit avec l'oxymore, une flatteuse erreur. Une erreur, a priori, n'est pas flatteuse, a priori. On passe également avec non plus du il, mais du nous. La Fontaine, on va dire, s'investit personnellement en intégrant Perrette lui-même et nous lecteurs avec. On le voit, nos âmes, c'est la sienne, c'est celle de Perrette, mais aussi la nôtre. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. De nouveau une anaphore, de nouveau une énumération. Il y a vraiment cette idée d'insistance. Et c'est peut-être là où c'est encore le plus fort. Les derniers vers passent sur du je. Donc là aussi, il y a une figure de gradation. Perrette, c'est la troisième personne du singulier, c'est elle. Puis ensuite, c'est nous. Et ensuite, c'est je. C'est-à-dire que d'une figure lointaine, La Fontaine, petit à petit, progressivement, la fait sienne en s'investissant personnellement au sein de son histoire. Et il le dit, je m'écarte, je vais détrôner le Sophie, donc c'est un roi perse. On met les rois, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Donc on a tout un champ lexical du fastueux qui, comme Perrette également, s'est vu dans des choses fastes dans son univers à elle, avec plein de beaux animaux dans lesquels elle pourrait prospérer. Donc il y a un parallélisme ici entre ce qu'imagine Perrette et ce qu'imagine La Fontaine. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Grosjean comme devant. Et malgré ce faste, Grosjean comme devant, c'est une expression qui signifie je me retrouve penaud. On pourrait dire quoi d'autre? On pourrait dire déçu finalement de la brutalité du réel, inversement proportionnellement à ce qu'on avait imaginé en bien. Et c'est peut-être d'autant plus ironique, c'est que La Fontaine lui-même s'appelle Jean. Donc on voit à la fin La Fontaine, quand il imagine, plus il imagine trop beau, plus la brutalité du réel revient à lui. Et au final, est-ce que c'est une moralité? C'est plus une moralité en forme de contradiction qui va amener à une réflexion. Est-ce qu'il vaut mieux un bonheur illusoire ou une réalité décevante? Est-ce qu'il y a un chemin que l'on peut frayer entre les deux? La Fontaine décide
de ne pas choisir, son choix de ne pas choisir, mais en ne choisissant pas, il motive le lecteur à se poser lui-même la question. On peut imaginer, quitte à prendre le risque d'être déçu, mais au moins, l'espace d'un instant, la brutalité du réel s'est fait oublier par des choses imaginaires. Donc, on peut le faire, mais il faut en savoir les conséquences et peut-être trouver un juste milieu. On pourrait associer ce texte à plein d'autres poèmes de La Fontaine. Je vous ai évoqué la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, mais ça peut être plein d'autres. Ça peut être le loup et le chien. Je vous renvoie à ça sur Internet, qui pose également la même question. Est-ce qu'il vaut mieux un confort où on est esclave ou une liberté, mais cette liberté nous amène à être parfois très déçus de ce que le monde peut nous offrir. Donc on voit, La Fontaine est un personnage qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé que ce que l'on peut apprendre en primaire ou dans les classes au collège. Il invite à la dualité, à la réflexion, et son avis est toujours double. Et c'est à travers cette dualité que le lecteur peut essayer de trouver un juste milieu. Voilà, je vous dis, prenez soin de vous, écoutez bien, prenez ce qu'il y a de bon à prendre, et sachez à travers nos mots, trouvez vos mots à vous pour faire en sorte que cette histoire, cette fable, cet apologue puisse bien tilter. À bientôt.